Bonjour, bienvenue sur Mediapart et nous voici avec ma collègue Pauline Graul pour le dernier entretien de notre série en vue des élections européennes qui vont se dérouler ce dimanche 26 mai. Nous recevons Olivier Faure. Bonjour. Aujourd'hui, bonjour, vous êtes premier secrétaire du Parti socialiste et vous venez là en tant que représentant de la liste Envie d'Europe, donc qui est menée par le Parti socialiste et Place Publique et d'autres alliés. La règle du jeu est toujours la même, c'est-à-dire qu'avec les représentants des listes, on parle pendant une trentaine de minutes du fond du programme et plus largement du positionnement politique de la liste en question. Et Pauline va vous poser la première question. Bonjour Olivier Faure. C'est une première question un peu ardue et néanmoins totalement essentielle, celle de vos alliances au Parlement européen. Antonio Costa, le Premier ministre portugais, qui est l'un de vos partenaires et l'un de vos modèles à l'échelon européen, a déclaré dans une interview à l'Obs le 18 mai « Il faut bâtir une grande alliance qui va de Tsipras jusqu'à la bonne partie du PPE, c'est-à-dire la droite conservatrice au Parlement européen, celle de Madame Merkel. Pour moi, l'avenir de l'Europe passe par ce grand accord dans lequel le président Macron joue un rôle essentiel. Il peut être le grand fédérateur. » Il y a un autre de vos alliés qui est allemand cette fois, qui s'appelle Udo Bullmann, qui est tête de liste pour le SPD allemand aux européennes et président du groupe sociaux et démocrates au Parlement européen, donc le groupe dans lequel vous allez siéger le 27 mai si vous avez des élus. Lui-même a déclaré « Une alliance progressiste est possible si Macron est en mesure de tenir sa promesse d'une politique progressiste ». Est-ce que vous pensez vous aussi que pour battre la droite conservatrice européenne, vous allez vous retrouver à devoir faire alliance avec les libéraux ? Alors d'abord, il faut commencer par le commencement. Quand on parle du Parlement européen ou quand on parle d'Europe, on ne peut pas complètement transposer ce que nous connaissons comme schéma en France. C'est pas la France en grand, l'Europe. Et donc il y a ce qu'on appelle le trilogue. On a d'une part le Conseil européen qui est composé de chefs d'État et de gouvernement et qui sont chacun élus par leur propre peuple. Vous avez des gens de droite et de gauche. Et le Conseil européen, il y a des gens de droite et de gauche. Vous avez le Parlement européen avec donc des parlementaires qui sont élus la même semaine au Parlement européen et qui sont là aussi de droite et de gauche, mais il n'y a pas forcément une majorité claire qui se dégage parce que c'est 28 pays et c'est en fait la proportionnelle dans la quasi-totalité. Et on a enfin la Commission qui est en fait le résultat d'une négociation entre le Parlement, les chefs d'État et de gouvernement et qui est en fait avec un président de commission, et puis ensuite vous avez des commissaires qui sont eux-mêmes nommés chacun par leur gouvernement et correspondent à la couleur politique de leur gouvernement respectif. Ce qui fait parfois penser qu'il y a un accord qui serait passé entre la droite et la gauche pour gouverner ensemble, alors que même dans la commission, il y a un débat permanent entre les différents commissaires qui ont une sensibilité différente. Antonio Costa, qui est lui-même en fait le chef de gouvernement portugais et qui est à la tête d'une alliance qui va en fait des communistes jusqu'aux socialistes. En fait, il a le bloc de gauche et puis le socialiste, et aujourd'hui, c'est cette majorité-là qui dirige le Portugal. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de basculer chez les libéraux, mais la question qu'il se pose, c'est comment trouver des alliés aujourd'hui au Conseil européen, donc avec des chefs d'État et de gouvernement où les sociodémocrates sont 6, donc tout le reste, c'est conservateur. Et donc, comment est-ce qu'il fait pour trouver à un moment des alliances, pour notamment définir l'avenir de la zone euro face à l'Allemagne? Et donc, la question qu'il se pose, c'est comment est-ce que je fais pour me trouver, en fait, des gens sur lesquels je peux m'appuyer dans ce débat-là. Le même Antonio Costa a fait une vidéo où il appelle très clairement à soutenir en France les socialistes français pour l'élection européenne. Parce que le but du jeu, c'est quoi? J'en viens à Udo Bullmann. C'est qu'on ait demain un groupe dominant qui soit le groupe des sociodémocrates. Aujourd'hui, le Parlement européen, il est dominé par les conservateurs. PPE. Le PPE. Ils ont 40 sièges d'avance dans la précédente législature. Et donc, c'est eux qui, en gros, fixent l'agenda du Parlement européen. Demain, si c'est les sociodémocrates qui sont les premiers, eh bien, c'est eux qui fixent l'agenda et qui donc mettent à l'ordre du jour les sujets qui leur paraissent les plus évidents et ils créent un rapport de force avec la Commission et le Conseil. Mais la question qui va être posée immédiatement derrière, c'est qui peut être vraiment majoritaire absolu? Pardon, la réalité, c'est que personne ne sera majoritaire absolu. Et donc, il faut trouver, en fait, la meilleure façon d'avancer pour pouvoir désigner d'abord un président de commission et puis après pour désigner président du Parlement européen, président de commission, etc.
Donc il y a deux possibilités. Celle que moi je suggère, et celle pour laquelle je me bats, c'est que nous cherchions en fait un accord avec l'ensemble de la gauche et des écologistes. Donc avec la gauche, la GUE, avec le groupe écologiste, avec ceux qui voudront en réalité, à gauche, construire cette majorité. La difficulté que nous avons, c'est que vous avez des gens qui, à gauche, ont un discours qui est de dire « Oh là là, tout ça c'est des libéraux, des machins, etc. » Et le libéralisme commence tôt, c'est-à-dire qu'il commence, y compris avec Pedro Sanchez. Et donc, en fait... Socialiste espagnol. Socialiste espagnol, président du gouvernement espagnol. Et donc, en fait, c'est là la difficulté, c'est que il y a beaucoup d'hypocrisie dans le débat européen. C'est que tout le monde fait semblant, en fait, que c'est la même chose qu'en France. La réalité est très différente. Je prends l'exemple de Génération. Les députés de Génération étaient dans le groupe social-démocrate au Parlement européen. Oui, alors Génération, c'est le mouvement de Benoît Hamon, on le rappelle. Mais quand même, je rebondis sur la question de Pauline, puisqu'elle va plus loin que la question des alliances. C'est la question de l'unité de la famille social-démocrate dont vous êtes issu. Puisque ces déclarations-là, on peut... dire quand même qu'elle tombe un peu mal en pleine campagne européenne. Et plus largement, vous avez un chef de file au niveau européen, qui est très peu connu en France, qui est Timmermans, qui est un Néerlandais, qui était vice-président de la Commission européenne, qui s'est pas fait remarquer par ses positions très socialistes. On le qualifie plus souvent de libéral, pas forcément hyper écolo, assez contesté en tout cas, pas le plus à gauche de la famille, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous n'allez pas tout simplement être isolés, les élus de votre liste, par rapport à ce qui bouge dans la social-démocratie européenne? Bon, d'abord, là aussi, il faut faire attention au débat européen, qui est un débat plus compliqué que le débat national, et donc vous avez y compris des différences dans chaque groupe parlementaire, parce que vous pouvez avoir le même problème avec le candidat des écologistes, qui est beaucoup plus libéral que ne le sont les écologistes français. Parce qu'on fait comme si tous les écologistes se ressemblaient. Ils ne se ressemblent pas d'un pays à l'autre, ils sont très différents. Il y en a qui sont plutôt tournés vers la droite, d'autres plutôt tournés vers la gauche. Ça, c'est leur problème. C'est leur problème. Mais je viens à notre sujet qui est Frans Timmermans. Moi, ce que j'ai dit, c'est que je serais prêt à soutenir celui ou celle qui saura faire l'unité de l'ensemble de la gauche et des écologistes. Celui-là sera pour moi le bon candidat. Et tout dépendra en réalité du résultat qui sera celui du 26 mai. S'il y a une majorité de gauche qui peut se dégager, eh bien, je serai de ceux qui pousseront évidemment à ce qu'on cherche l'accord entre ces forces-là. Donc en gros, ça ne sert à rien de désigner des chefs de file avant l'élection au Parlement, du coup. Les chefs de file, comme vous dites, les fameux Spitzenkandidats, c'est une invention des parlementaires lors de la dernière législature, en 2014. Et qui avait pour unique objet de contester le Conseil européen, parce que habituellement c'est le Conseil européen où les chefs de gouvernement se réunissent et disent qui on prend pour la Commission. Là, les parlementaires se sont révoltés et ont dit non. Maintenant, il faut que ce soit en fait une commission responsable devant le Parlement. Et donc, pour amorcer en fait cette nouvelle pratique institutionnelle, on va dire que ne peut être président de la commission que celui qui est chef de file du groupe le plus important au Parlement européen. Mais même la dernière fois, en fait, M. Juncker était très contesté par Mme Merkel, qui ne voulait pas de lui. Et puis finalement, ça s'est quand même malgré tout imposé. Et cette fois-ci, dans le débat, vous l'aurez noté, en fait, il y a peu de chefs de gouvernement qui sont prêts à emboîter le pas de cette candidature des Spitzenkandidats, notamment parce que à droite, ils ont choisi un Spitzenkandidat, M. Manfred Weber, qui est lui-même très contesté dans son propre camp. Et donc, tout ça, à mon avis, n'ira pas très loin. Mais il y a une configuration qui naîtra au soir des élections européennes. Et la question, c'est qui veut faire avec qui? Moi, ce que je souhaite, c'est que nous fassions avec l'ensemble de la gauche et que nous n'ayons pas besoin, pour stabiliser les institutions, d'une alliance avec qui que ce soit d'autre. Mais encore faut-il que toute la gauche soit prête à cette alliance. Parce que c'est trop facile de dire « attention, Timmermans, etc. » et pendant ce temps-là, dire « moi, je ne négocie pas avec les sociodémocrates. » Parce que la force principale à gauche au Parlement européen, ce sont les sociodémocrates. Donc ceux qui veulent faire sans, c'est en fait qu'ils ne veulent pas faire, tout court. Et ils sont dans une situation où en réalité, quand on vote pour eux, on vote pour un vote de témoignage, ce qui est très légitime et ce qui peut se défendre, mais ça n'est pas un vote qui peut produire un changement d'Europe. Or, ce que je souhaite plus que tout dans le Parlement qui vient, c'est qu'on puisse, notamment sur la question de la transition écologique et sur les grandes mutations aussi
notamment dans le monde du numérique, on puisse avoir en fait une majorité, ou en tout cas une majorité relative, qui permette d'avancer et qui permette de répondre à ce compte à rebours que nous connaissons tous. Dans 12 ans, on aura en fait des dégâts qui seront irréversibles pour la planète et on pourra toujours pleurer en disant « mais j'aurais tellement aimé avoir une majorité plus à gauche, plus à droite, plus ceci, plus cela ». Non, il faut que dans ce Parlement-là, on ait une force qui soit une force de combat et qu'on ne recule pas encore parce qu'à force de procrastiner, on finira par avoir là une dette écologique vis-à-vis de nos enfants qui sera une dette qui sera en réalité non remboursable. Et c'est ça l'enjeu du moment. Alors sur les questions programmatiques, on en a isolé 3 avec Fabien. Par exemple, il y a dans votre programme l'idée de construire une Europe de la défense. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce que ça pourrait être et quels seraient en fait les enjeux de cette Europe de la défense? Est-ce qu'il y a un ennemi commun à l'Europe et pourquoi, quelle est la nécessité de faire ça? Jean-Luc Mélenchon dit qu'une Europe de la défense, c'est une Europe de la guerre. Qu'est-ce que vous en pensez? Résumer la défense à la guerre, c'est celui qui veut préparer voilà, la paix prépare la guerre. Prépare la guerre, oui. Ouais. Bon. C'est ça votre ligne? Non, la ligne, c'est que aujourd'hui, le monde occidental est en paix depuis quelques décennies. Ça ne s'est pas fait complètement par hasard. Nous avions pendant longtemps, en fait, le parapluie américain avec l'OTAN. Aujourd'hui, on le voit bien, l'OTAN est un ensemble qui est en train de s'effriter, ne serait-ce que parce que, y compris les Américains, sous la houlette de Trump, ne veulent plus financer la défense européenne. Et vous avez de l'autre côté des alliés dans l'OTAN, je pense aux Turcs par exemple, qui se sont eux-mêmes tournés vers d'autres forces et qui sont en réalité dans une situation qui n'est pas très évidente. Donc, comment les Européens font aujourd'hui pour assurer leur propre défense? Ils le faisaient avec des pays qui sont des pays moteurs sur le sujet, essentiellement la France et la Grande-Bretagne. Vous avez la Grande-Bretagne qui est en train de brexiter. Donc il reste la France. Ce sont les Français qui aujourd'hui, dans les pays, dans les opérations extérieures, dans les OPEX, eh bien, qui sont en fait les seuls au front. Nous sommes les seuls donc à avoir nos propres soldats qu'on envoie au combat, mais on est aussi les seuls à payer cette défense qui n'est pas une défense de nos intérêts propres, mais qui est une défense des intérêts et des valeurs européennes. Donc il y a un moment où le relais doit être pris par une force qui peut s'engager, notamment sur les théâtres d'opérations extérieures, et qui permettent de prendre le relais. À défaut et à minima, il faut sortir les dépenses que nous engageons au nom des Européens, de ces fameux 3% de Maastricht, parce qu'il n'y a pas de logique à ce que non seulement on ait cette logique comptable, mais qu'au-delà de ça, on nous fasse payer en fait des dépenses qui relèvent de la sécurité commune. Donc oui, il faut une défense européenne, il faut mutualiser. Oui. Mais c'est possible de faire une défense à 27, 28, avec quand même des perceptions assez différentes de ce que sont les risques et les menaces entre les pays voisins, quasiment voisins de la Russie, les pays comme la France, ceux qui ont leurs côtes en face de la Libye. C'est... Vous êtes en train de parler de la géographie de l'Europe, tout simplement. Et quand on est un continent, effectivement, on a des problèmes qui sont différents selon les régions. Mais enfin, vous croyez qu'ils ont fait comment les autres? Comment vous pensez que les Chinois... Les autres sont des États-nations. Oui, d'accord. Mais enfin, il y a un moment où ils se sont posé la question, ils se sont tout simplement posé la question de leur défense, et ce n'est pas exactement la même chose selon qu'on soit à la frontière canadienne, ou qu'on soit à la frontière mexicaine, ou qu'on soit à Pearl Harbor, ou qu'on soit... Donc, tout ça suppose effectivement d'avoir une force qui s'adapte aux différentes réalités, mais surtout qui est en fait qui répond aussi à un besoin d'Europe politique et qu'il y ait progressivement une politique étrangère et de défense. Donc il faut commencer par effectivement, ça rentre dans la technique, mais il faut commencer par un livre blanc qui permette d'unifier les positions des Européens sur les questions de défense avant de passer à une phase plus opérationnelle et donc être dans idéalement converger notre doctrine sur le sujet. Idéalement en dehors de l'OTAN ou toujours en lien avec l'OTAN? En lien avec l'OTAN tant que l'OTAN existe, mais si vous me posez la question à moi je préfère qu'on soit dans une situation où les Européens prennent un jour leur propre défense en charge et complètement et ne soient plus dépendants, mais de toute façon, c'est ce que d'autres ont écrit.
Trump n'est pas une chance pour le monde, mais il peut être une chance pour l'Europe au sens où il oblige l'Europe à prendre conscience d'elle-même et à prendre les décisions qui lui permettent d'être non pas seulement une puissance économique et un nain politique, mais être aussi une puissance politique, une puissance militaire, non pas au sens guerrier, mais au sens où c'est une puissance qui sait se faire respecter. Ouais. Alors, si l'Europe est déjà une puissance, c'est une puissance commerciale en tout cas, et dans le programme, il y a la question du libre-échange, des traités de libre-échange qui sont en discussion. Là-dessus, la position est assez claire et va assez loin. D'ailleurs, dans le programme, c'est de contester tous les accords en cours de libre-échange qui sont menés. Et vous dites même que vous contestez même le CETA. Donc, on rappelle, c'est cet accord avec le Canada qui est très contesté pour certains de ses mécanismes qui seraient notamment protecteur des multinationales contre les intérêts des États, donc ça pose un vrai problème démocratique. Mais alors, vous avez une position où vous dites on conteste tout, y compris le CETA au niveau européen, mais on est d'accord que le CETA, il est déjà passé au niveau européen. Donc là, ça peut se bloquer qu'au niveau des États. Maintenant, c'est le boulot des États-nations. Oui, nous avons annoncé, pour ce qui nous concerne, que quand le moment viendra de la ratification du CETA devant le Parlement français, nous ne le ratifierons pas. D'accord. Et encore une fois, du coup, ça reboucle. Et au Parlement européen, nos parlementaires avaient déjà repoussé le CETA. Ouais. Sans succès, puisqu'une majorité s'était dégagée. Oui, dont des sociodémocrates qui sont plutôt favorables au libre-échange. Il y en a, bien sûr, mais dans tous les groupes, vous avez des gens qui... encore une fois, c'est pas... Il y a des partis européens et qui regroupent des forces qui ont des points communs, évidemment, mais vous avez aussi, quand on parle de la pêche, selon que vous êtes agriculteur, selon que vous êtes pêcheur, en Espagne, au Portugal ou en France, vous avez des intérêts parfois très différents. Et chaque parlementaire représente aussi son territoire. Et donc, il y a des moments où ça frictionne pas mal. Et donc, oui, il y a des positions, y compris dans les groupes, qui sont différentes sur des votes comme cela. C'est parce que c'est tellement lié aux questions nationales que c'est difficile de s'en affranchir. Il y avait un autre point qui ressort du programme qu'on avait identifié, c'était cette idée de budget de la zone euro. Vous avez des ambitions assez vaste pour ce budget. Vous pourrez peut-être nous dire à quelle hauteur vous l'envisagez. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est l'objectif qui était assigné à ce budget est censé compenser les déséquilibres macroéconomiques qu'il y a au sein de la zone euro. Ce qui, en soi, et ça je crois que c'est pas chiffré dans le programme, mais en soi est assez énorme. C'est ce qu'on appelle la divergence des économies de la zone euro. C'est un problème vraiment massif. C'est l'histoire de la crise de la zone euro depuis 10 ans. Personne n'arrive à la résoudre. Les intérêts sont trop éloignés pour ça. Donc, par quelle solution miracle vous parviendrez à mettre tout le monde d'accord, y compris notamment l'Allemagne, pour faire ce fameux budget qui viendrait compenser ces déséquilibres, sachant que ça exigerait sans doute des transferts massifs dont il faudrait convaincre ensuite chaque peuple national, ce qui n'est pas gagné. Alors il faut prendre ça comme un ensemble, parce que en fait, on ne peut pas isoler cette question-là de la question fiscale, de la question sociale, etc. Pourquoi je dis ça? C'est que vous ne pouvez pas demander à un pays qui a un impôt sur les sociétés qui est de moins de 10%, comme l'Irlande par exemple, de basculer sur un IS qui serait un impôt sur les bénéfices qui serait beaucoup plus élevé, puisque nous on dit, en gros, aujourd'hui le paradis fiscal, c'est l'Europe. Puisque les Américains, j'exagère un peu, mais enfin, les Américains ont un impôt sur les bénéfices qui est, même après Trump, de 24%, 38 avant Trump, 24 avec Trump. En moyenne, dans la zone euro, c'est 19. Alors, avec des grosses disparités. En France, nous sommes très au-delà de 19. En Irlande, on est en dessous de 10. Donc, comment est-ce que vous faites pour dire à l'Irlande, mais attendez les vocaux là, le dumping, c'est fini? Et on dit, attendez, mais nous, on a besoin du dumping, parce que c'est la seule façon pour nous... La façon dont ils ont développé leur modèle économique. Et voilà, notre modèle économique s'est développé grâce à cela. Et c'est comme ça que nous avons réussi à rattraper progressivement le niveau des autres pays européens. Donc si vous leur dites à la fois, il faut qu'on fasse ce budget européen, mais en même temps, vous n'en aurez pas le bénéfice, mais jamais ils n'accepteront. Dans des matières où en plus on raisonne notamment à l'unanimité, enfin là c'est stop, c'est même pas la peine d'essayer d'avancer. Donc il y a un deal à faire. C'est-à-dire, en gros, nous ce qu'on leur dit, c'est qu'il faut un budget qui serve à deux choses principalement, enfin, en dehors de ce qui est déjà l'existence, c'est-à-dire la PAC, mais même la PAC qu'il faut transformer pour en faire un outil
de modification, de changement du modèle agricole. Mais ce qu'on dit, on dit quoi? On a repris le pacte finance-climat, qui est le pacte de Jean Jouzel et de Pierre Larouturou. Et on dit... Jean Jouzel, qui est un climatologue du GIEC, très impliqué dans le GIEC. Prix Nobel de la paix, et Pierre Larouturou, économiste, travaille avec lui depuis longtemps. Et donc, qu'est-ce que dit ce pacte? Il dit, et Pierre Larouturou est sur la liste Envie d'Europe, ils disent quoi au départ? Ils disent, bon, la création monétaire, pour l'instant, elle sert à beaucoup de choses, sauf à ce qu'elle devrait servir. Donc on est à près de 300 milliards qui ont été créés au cours de... 3000 milliards au cours des dernières années. Et donc, est-ce que... Notamment pour la Banque centrale, la Banque centrale européenne qui émet des liquidités. Exactement. Là, on dit, en fait, cet argent va servir à financer des prêts à taux zéro pour les États, correspondant pour chaque État à 2 points de PIB. C'est-à-dire que ça donnerait entre 50 et 70 milliards pour la France et l'Allemagne par an, qui serait, alors là il y a une obligation, intégralement consacrée à la transition énergétique, que ce soit la mobilité, que ce soit la rénovation thermique, que ce soit le développement des énergies renouvelables. Et donc ça permet de rattraper ce que nous n'avons pas fait au cours des dernières années. Et à partir de là, on a aussi des emplois qui se créent, 900 000 pour la seule France selon l'évaluation faite par l'ADEME. On a donc un cercle vertueux qu'on essaie de construire. Et au-delà de ça, on a donc cet impôt sur les bénéfices des grandes sociétés qui permet de ramasser aussi et qui est en fait, on essaye de faire aboutir tout le monde à une moyenne qui est à peu près celle des États-Unis. Donc pas de problème de compétitivité avec nos partenaires et concurrents. Et en même temps, eh bien, un budget qui permet à l'Union européenne d'exister, parce que en fait, là, dans tous les projets dont tout le monde a dû évoquer la puissance devant vous, etc., le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit qu'on voulait faire plein de trucs, il faut quand même qu'on dise comment on le finance. Faisons le minimum, donc prêt à taux zéro pour les États, donc là, c'est au niveau national que ça se joue. Après, un budget de la zone euro qu'on évalue à 400 milliards d'euros supplémentaires qui seraient collectés via donc cette augmentation plus les écluses aux frontières pour ceux qui ne respectent pas nos normes sociales et environnementales, protectionnisme vert et social, et puis aussi une vraie imposition sur les multinationales avec ce que Zuckman a déjà développé comme modèle depuis longtemps, c'est-à-dire on paye ses impôts à l'endroit où on fait ses bénéfices. C'est toute cette énergie-là qu'il faut maintenant mettre pour développer un modèle européen qui soit différent. On a construit l'Europe sur la question de la paix, et c'était utile et c'était bien, et on a cette chance de vivre dans un univers qui est en paix alors que nous avons déclenché 2 guerres mondiales au cours du siècle passé, mais ça s'est essoufflé, c'est-à-dire y compris les nouvelles générations, celles qui viennent, pour elles la paix c'est un acquis, à tort, mais enfin en tout cas c'est un acquis. Et donc comment est-ce qu'on donne un nouveau souffle à la question européenne et comment est-ce qu'on fait pour que les choses changent? Alors c'est pas, tout ça je vous dis ça, je n'ai pas convaincu tout le monde, et ce sera un débat qui sera un débat permanent, ça ne se fera pas en 2 jours, mais c'est ça vers quoi il faut aller. Autrement, on va raconter quoi à nos enfants, quoi? En tout cas, ça pourrait être la question écologique qui apparaît très fortement dans votre programme, peut-être plus que jamais d'ailleurs. Vous parlez de protectionnisme vert, de réformer la PAC en politique alimentaire et agricole commune. C'est parfois à s'y méprendre très très comparable au programme d'Europe Écologie Les Verts. Vous êtes très similaires, vous avez même les mêmes stickers fin du monde, fin du mois, j'ai repéré ça. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ce discours écologique fortement porté au niveau européen, et d'ailleurs il y a Claire Nouvian, fondatrice de l'ONG Bloom sur votre liste, qui est une des porte-paroles de campagne, et ce que vous faites au niveau en France, au niveau local notamment, avec tous ces maires qui sont, tous ces maires, en tout cas il y en a qui sont en combat sur le terrain avec les écolos français autour de ce qu'ils appellent les grands projets inutiles. Et évidemment on pense à Johanna Roland, maire de Nantes, qui était pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, où récemment il y a eu dimanche dernier un regroupement d'une grande partie de la gauche à Gonesse sur les terres agricoles où pourrait être construit Europa City. D'ailleurs, le PS n'y était pas. Avec Claire Nouvian, enfin, est-ce qu'elle a vraiment implanté le PS? Bien sûr. En tout cas, Rachid Temal qui est au PS et pour le projet Europa City. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le PS très écolo au niveau européen et beaucoup moins écolo au niveau français? Il y a des contradictions.
elles existent parce que moi je suis le premier secrétaire d'un parti qui est un parti historiquement productiviste. Je suis issu du parti du salariat. Et donc, pendant des générations et des générations, notre combat a été commun d'une certaine façon avec le monde capitaliste, au sens où on voulait plus de croissance pour assurer plus de redistribution. C'est ça notre modèle. Et donc, pendant des années, on a raisonné comme ça. Et le changement de modèle, de paradigme, il est compliqué, y compris pour nous, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on était plutôt artificialisation des terres, on était plutôt agriculture intensive, on était plutôt parce que ça permettait de nourrir la planète, ça permettait aussi de donner des salaires et de les faire et de les augmenter. Et parce qu'il y a quand même si on doit résoudre cette question-là, cette équation compliquée, il y a quand même un moment où ça frotte entre fin du monde et fin du mois. Je prends un exemple pour me faire comprendre. J'étais l'autre jour aux Fonderies du Poitou, où l'entreprise est une sous-traitante notamment des grandes industries automobiles. Ils fabriquent des carters de camions ou de voitures. Il y a une partie qui fait de l'aluminium, une partie qui fait de la fonte. Et donc, évidemment, quand nous, socialistes, on arrive là-bas, quel est notre premier réflexe? C'est de défendre l'emploi, de défendre les gens qui sont en train de se dire, dans une semaine, dans un mois, je vais partir au chômage, et c'est ma famille, etc. Et c'est une ville, un département qui sont sinistrés. Et donc, on ne peut pas arriver en disant, attendez, le diesel, c'est fini le diesel. Donc, faut arrêter là, les gars. Et vous devriez nous remercier de vous aider à partir. Et donc, on ne peut pas dire ça. On a cette contradiction entre... Et donc, qu'est-ce qu'on fait en ces cas-là? Moi, ce que je suis venu leur dire, écoutez, il faut faire ce que... Alors, je vais rentrer un peu dans les détails, mais comment est-ce qu'on fait pour assumer cette transition écologique avec vous? Parce que, effectivement, c'est pas spontané. Donc, pour la partie aluminium, c'est le plus facile parce que vous pouvez faire des carters pour des véhicules en fait hybrides. Et donc là, il y a encore un avenir pour cette partie-là de l'entreprise. Pour l'autre partie, la partie fonte, il y aura en fait, c'est un avenir qui va être décrescendo parce que ils ont commencé à licencier, puis ils continueront au fur et à mesure que les commandes baisseront, puisqu'on ne fera plus de véhicules diesel. Mais donc, comment est-ce qu'on fait pour les salariés, pour que ce ne soient pas en fait les Kleenex? Là, c'est là où l'Europe doit intervenir. C'est comment est-ce qu'on fait pour généraliser ce qui s'est fait au Canada et ce qui a été ensuite fait en Allemagne en 2008-2009 après la crise des subprimes. C'est que comment est-ce qu'on fait pour que quand il y a une baisse des commandes de 30% par exemple, eh bien, on ne licencie pas 30% des salariés, mais on baisse le temps de travail de 30%. Et cette baisse de temps de travail, évidemment, elle se solde pour l'entreprise par une baisse de sa masse salariale. Donc, ils ont 30% de moins à payer. Et là, vous vous dites, attends, comment ils vont faire les gens? Et donc là, c'est l'État ou l'assurance chômage qui prennent le relais sur la partie de diminution du temps de travail. Les régions qui peuvent prendre, pendant cette période qui peut durer jusqu'à 2 ans, en fait, qui prennent la formation en charge des salariés, donc qui ne perdent pas leur boulot, qui ne perdent pas leur dignité, qui ne perdent pas leur savoir-faire, qui ne perdent pas leurs habitudes, qui ne perdent pas leurs collègues de travail. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on les forme. On les forme à leur emploi d'après. Quand c'est la partie qui est sauvable de l'entreprise, on les forme aux mutations qui vont être celles de l'entreprise. Quand on sait déjà que l'entreprise est condamnée, progressivement, en sifflet, on fait partir les gens vers d'autres activités qui sont des activités qui sont compatibles avec la transition écologique. Donc c'est vraiment un bouleversement copernicien. C'est vraiment, il faut tout changer. Et c'est là où, effectivement, pour répondre à votre question plus précisément, moi je ne connais pas le dossier Europacity dans le détail, mais bien sûr que sur tous ces dossiers-là, il faut qu'on se repose des questions, qu'on revisite ces projets, qu'on fasse attention à ne pas être dans une forme de course-poursuite avec le consumérisme à un moment où on sait que la course à la croissance est une course folle si c'est une croissance qui n'est pas durable. Donc oui, il y a des questions à se poser et oui, il restera des contradictions entre nous et ce ne sera pas soluble immédiatement, mais notre devoir, et mon devoir, moi, de chef de parti, c'est d'emmener tout le monde et de permettre à ce qu'il y ait des points de jonction et qu'on fasse évoluer tout ça. Autrement, si on est juste
Alors qu'on est censé être les plus proches les uns des autres, si on est juste à se bouffer la rate, c'est simple, il ne se passera rien. Et là, on sera otage. Olivier Faure, c'est la dernière question, parce qu'en réalité, on est déjà, déjà au bout de la durée. Mais pour une fois qu'on pose des vraies questions de fond. Franchement, je suis tellement content d'être là que je ne parle plus, moi. Bon, alors, malgré tout, je voulais vous demander une réponse. Ne demandez pas si le Front National va gagner ou Emmanuel Macron, c'est ça la question depuis 2 mois. Donc, je croyais que c'était ça la seule question possible. Donc, je découvre que... Je vais vous poser une question beaucoup plus générale. Ça va être dur d'être synthétique, mais je vous demande en tout cas votre réaction là-dessus. C'est-à-dire qu'en vous écoutant, et notamment sur la question écologique, je me dis, mais en fait, ça veut dire qu'il y aura un rapport de force qui va être dantesque entre les États, où on va dire l'intérêt général, et puis des intérêts privés, notamment les multinationales, par exemple, qui elles, ne seront pas du tout intéressées par tout ce jeu que vous venez de nous expliquer pour accompagner des transitions et pour que la puissance publique intervienne dans l'accompagnement de cette transition. Or, l'Union européenne, depuis plusieurs décennies, maintenant, est fondée sur des traités qui ont été, qui maintenant sont quand même assez verrouillés juridiquement et qui protègent précisément énormément les libertés économiques et qui rendent très dur des politiques positives d'intervention sur le marché. Donc par défaut, elle favorise un marché libre et elle défavorise l'intervention sur le marché. Est-ce que, et c'est là que vient ma question, est-ce que votre position, c'est de dire notre seule solution, c'est de continuer inlassablement à essayer de convaincre autour de nous les autres pays, les partenaires, ou est-ce que vous vous dites pas, même si on ne va pas jusqu'à la désobéissance façon France Insoumise, est-ce qu'il y a des points où parfois il faudra se mettre en infraction avec l'Europe pour aller plus vite parce que justement le temps presse et la transition écolo nous empêche d'avoir ce temps-là, ce luxe-là de convaincre des gens qu'on n'a pas réussi à convaincre en 20 ou 30 ans. Bon, d'abord, j'espère que quand même le travail de conviction va finir par porter ses fruits parce que, y compris parce qu'il y a souvent une contradiction entre les pays qui sont les plus riches en Europe et puis ceux qui sont à la traîne. Mais sauf qu'aujourd'hui, y compris ceux qui sont en retard sur le plan économique, eh bien, ce sont aussi eux qui vont être les premières victimes du réchauffement climatique. Donc, normalement, pour une fois, il y a une convergence possible imposée par la réalité scientifique. Donc, j'espère que ça permettra de faire avancer, bouger les lignes. Après, sur la désobéissance, je trouve le slogan plaisant à l'oreille, mais ça correspond à quoi, en fait ? Ça correspond à... Enfin, est-ce que vous pensez vraiment que, en fait, d'abord, c'est pas une question de l'élection européenne, parce que même si vous avez... C'est en question de l'État-nation, mais c'est une question de rapport à l'Europe. Mais même, d'une certaine façon, celui qui vient de désobéir, en tout cas qui vient de refuser le mandat de négociation avec les États-Unis, c'est Emmanuel Macron. Sans doute l'a-t-il fait de manière opportune, au bon moment, pour la campagne électorale, mais créditons-le. Il vient de dire, moi, je ne négocie pas avec les États-Unis parce qu'ils n'ont pas accepté de prolonger les accords de Paris sur le climat. Bon, ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Donc il suffit pas d'être la France. En fait, c'est un peu le travers des Français que de penser que parce que je suis la France, tout le monde va suivre. Ça n'existe plus. En fait, on n'est plus dans un moment où on exerce un leadership moral, intellectuel, politique sur le reste du monde. Donc ce qu'il faut, c'est avoir une forme de modestie, ce que n'ont souvent pas les présidents français, et en tout cas le dernier en date a quelques difficultés avec la modestie, mais ce qu'il faut, c'est aller convaincre, prendre son bâton de pèlerin, et surtout, encore une fois, revenir à un deal. C'est pour ça que j'assume parfaitement avec Raphaël Glucksmann le fait que nous disions que l'Union européenne, elle a aussi pour objet la solidarité avec les États qui sont les plus pauvres, parce que autrement, vous n'y arrivez pas. En fait, c'est sans fin. On sera avec des concurrents qui se rattraperont de leurs difficultés en faisant du dumping social, fiscal, salarial. Enfin, donc voilà, c'est sans fin. Et donc il faut ouvrir un cercle vertueux. Et je le crois possible à une condition, c'est qu'on ait des Européens qui soient capables d'inventer un modèle dans lequel ce soit gagnant pour tout le monde et où surtout on voit où on va. Et là où on va, c'est au moins d'éviter le pire. J'ai devant moi Le pire est à venir, un livre. Voilà, donc justement, quand le tragique revient au galop, la question qui est posée aux politiques, c'est comment on évite la catastrophe annoncée. On le sait, donc maintenant il faut agir.
Merci Olivier Faure de nous avoir accordé cet entretien. Merci à Pauline. Et puis rendez-vous sur notre site, sur notre chaîne YouTube pour revisionner tous les entretiens réalisés en vue de ces européennes. Merci.